Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant, cette idée d'une finance qui se réinvente, là juste sur notre téléphone. Oui, et puis aussi tout ce concept de Web3, un Internet où on reprendrait le contrôle en quelque sorte. C'est ça, et c'est là qu'intervient Wi-Fi, qui se présente un peu comme une banque réinventée, très axée sur sa communauté. Tout à fait. Et on a pas mal de matière pour creuser ça. On a une communication interne qui explique la vision, un plan de rémunération vraiment très détaillé. Et même la transcription d'une présentation par les fondateurs, c'est ça? Exactement. Donc l'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça, comprendre le Web3, la DeFi, la blockchain, et voir où Wi-Fi se situe là-dedans, ce qu'il propose vraiment. D'accord. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi il y a cette hésitation face à ces technologies, Oui, clarifier le jargon. voir ce que la DeFi promet, et puis analyser Wi-Fi en détail pour les utilisateurs passifs comme pour les plus actifs, les fameux KOLs. C'est ça. Alors commençons par cette hésitation. La première source qu'on a, elle est assez directe là-dessus, non? Ah oui, très. Elle dit clairement que la méconnaissance du Web3, de la blockchain, etc., ça crée un rejet. C'est presque naturel. Il y a cette phrase qui m'a marquée: ce que l'esprit ne comprend pas, il a tendance à le rejeter. C'est fort. Oui, et ça a des conséquences très concrètes. La peur de l'inconnu, les doutes sur les risques. On se dit que ça va être compliqué à apprendre. Et la source donne cet exemple des niveaux d'investissement, 250 $ contre 5 000 ou plus. Exactement. Et selon eux, la différence, c'est pas juste l'argent disponible, c'est surtout le niveau de compréhension, de confiance dans le projet à long terme. Alors si comprendre est la clé, comment on fait? Quel est le rôle des leaders dont parle ce document interne? Leur rôle est présenté comme absolument central. Ils ont 4 missions principales, si on veut. Ah oui? Laquelle? Premièrement, éduquer, simplifier tout ça, rendre le complexe accessible. Deuxièmement, inspirer, partager la vision, l'idée de liberté financière. D'accord, éduquer, inspirer. Troisièmement, bâtir la confiance, mettre en avant la transparence, le côté décentralisé, et enfin, montrer l'exemple, partager sa propre conviction, ses propres résultats. Et l'idée derrière, c'est si on voit clair, on ose, c'est un peu ça. L'éducation comme moteur. C'est exactement la formule utilisée. Quand les gens voient clairement, ils agissent avec audace. L'éducation est vraiment vue comme le carburant de la croissance des équipes. Bon, pour y voir clair, justement, il faut qu'on définisse ces fameux concepts. Web 3, par exemple, qu'est-ce que c'est par rapport au web qu'on connaît tous les jours? Alors, la source utilise une analogie assez parlante, je trouve. Le Web 1, c'était les débuts. L'Internet lecture seul, un peu comme une bibliothèque géante. Oui. Le Web 2, c'est ce qu'on a maintenant. Réseaux sociaux, e-commerce, on lit, on écrit, on partage. Mais ce sont les grosses plateformes qui contrôlent tout. Nos données, l'infrastructure. D'accord. Et le Web 3 alors? Le Web 3, c'est la promesse d'aller plus loin. Lire plus, écrire plus, posséder. L'idée, c'est de redonner la propriété à l'utilisateur. Propriété des données, de l'argent, de l'identité numérique. Posséder. Comment ça, oui? Grâce à la blockchain, sans passer par un intermédiaire centralisé. C'est un peu comme si on possédait une partie de l'infrastructure Internet nous-mêmes. C'est l'Internet de la liberté et de la propriété, selon cette vision. Et la blockchain, c'est la technologie clé derrière tout ça. C'est ça, la pierre angulaire. La source la décrit simplement comme un grand registre numérique, partagé, sécurisé, immuable. Une fois qu'une info est écrite, impossible de la changer. Comme un carnet numérique qu'on ne peut pas effacer. Voilà, et comme il est copié partout, personne ne le contrôle seul. C'est ça qui crée la confiance et la sécurité, sans banque ou autorité centrale. Compris. Et dans cet univers, on entend beaucoup parler de portefeuille numérique. C'est juste une appli pour garder ses cryptos? Pour les portefeuilles de base, oui, c'est un peu ça. Une version numérique de notre portefeuille classique, mais pour les cryptos, pour envoyer, recevoir, stocker 24 heures sur 24 sans banque. Une sorte de banque perso sur son téléphone, comme dit la source. C'est l'idée. Mais attention, il y a une distinction importante avec les portefeuilles DeFi. Ah oui! Et quelle est la différence fondamentale? Le contrôle. Avec un portefeuille sur une grosse plateforme d'échange, c'est souvent la plateforme qui garde les clés privées, le code secret d'accès. D'accord. Avec un portefeuille DeFi dit non-custodial, c'est vous et seulement vous qui détiennent ces clés. Aucun intermédiaire. Ah, d'accord, c'est ça, être sa propre banque alors. Exactement. Ça vous donne un contrôle total et ça vous permet de vous connecter directement aux applications de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. C'est là que ça devient puissant.
Justement, la DeFi. Les sources en parlent comme d'une révolution. Quels sont les avantages concrets qu'elles mettent en avant? Plusieurs points reviennent sans cesse. D'abord, plus besoin d'intermédiaires comme les banques. Les transactions sont directes, de pair à pair, via des smart contracts, des contrats intelligents. D'accord, direct. Ensuite, l'accès. N'importe qui, avec un smartphone et Internet, peut potentiellement y accéder, même ceux qui n'ont pas de compte en banque aujourd'hui. Ça ouvre des possibilités, c'est sûr. On parle aussi de coûts réduits, de rapidité accrue par rapport au système classique. Mais l'argument principal, vraiment martelé, c'est la propriété et le contrôle total de son argent, insaisissable par une banque. C'est ça la liberté financière dont il parle. Et la sécurité dans tout ça? Les documents disent sécuriser, si bien utilisé, ça veut dire quoi concrètement? Il y a un mais. C'est un point hyper important. La technologie elle-même, la blockchain, les smart contracts, est présentée comme très sûre. Transactions infalsifiables, règles automatiques. Mais la responsabilité repose entièrement sur vous. Comme vous détenez les clés privées, c'est à vous de les protéger. La source est très directe. Vous êtes la banque, protégez vos clés. Si vous les perdez, vous perdez vos fonds. C'est la contrepartie du contrôle total. D'accord, c'est une responsabilité énorme en fait. Absolument. Un autre point fascinant, c'est cette idée que les gouvernements auraient du mal à contrôler la DeFi. Pourquoi ce serait si compliqué? Les sources avancent plusieurs raisons. D'abord, le réseau est décentralisé, copié sur des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Pas de serveur central à éteindre. Ensuite, il n'y a pas vraiment de propriétaire identifiable pour un protocole DeFi. Pas de PDG, pas de siège social. Les smart contracts, une fois lancés, tournent automatiquement. Et puis, l'accès est mondial, il suffit d'Internet. Mais est-ce que c'est complètement hors de contrôle pour autant? Non, et la nuance est importante. Les sources expliquent que si le protocole lui-même est difficile à réguler, les États peuvent cibler les points de connexion avec le monde réel. C'est-à-dire? Les plateformes où on échange des euros ou des dollars contre des cryptos, par exemple. Ou les entreprises comme Wi-Fi, potentiellement, qui bâtissent des services sur ces protocoles. La régulation se concentre sur ces ponts, ces intermédiaires. Je vois. Donc le cœur du réseau décentralisé est résilient, mais les entreprises qui l'utilisent doivent naviguer dans ce cadre réglementaire. C'est exactement ça. Alors parlons de Wi-Fi plus spécifiquement. Dans la présentation vidéo, les dirigeants donnent une image assez forte de leur projet, non? Oui, c'est clairement une image de rupture. Rev Collins, le créateur de Tether, parle de Wi-Fi comme d'une banque réimaginée. Plus juste, centrée sur la communauté, utilisant la blockchain pour baisser les coûts et partager la valeur. Il parle même de mouvement mondial. Ambitieux. Le responsable technique, lui, insiste sur leur plateforme full stack, développée en interne. Le but, rendre tout ça simple pour l'utilisateur, malgré la complexité derrière. Transformer la complexité en quelque chose que les gens veulent utiliser, dit-il. Et il y a aussi cet aspect concret, l'utilisation au quotidien des cryptos. Oui, il parle de terminaux de paiement, de distributeurs automatiques, d'outils pour les commerçants. Et puis, le témoignage de l'ancien banquier est assez marquant. Il oppose la lenteur, les frais de la banque tradie, à la promesse de Wi-Fi, rapide, transparent, global. Pour lui, c'est un changement fondamental vers des systèmes plus ouverts. D'accord, une vision très tech. Disruptive. Et comment le plan de rémunération, qui est plus pragmatique, décrit Wi-Fi? Ça colle avec cette vision tech? Le plan de rémunération ancre ça dans une structure commerciale. Il définit Wi-Fi comme une banque avec des produits et services pour ses membres, actifs ou passifs. Et point important, il insiste lourdement, Wi-Fi n'est pas un MLM, n'est pas un HIP. Ils veulent vraiment se démarquer de ça. Ils veulent éviter certaines étiquettes, on dirait. Clairement. Et le plan met en avant deux types de valeurs. Des revenus instantanés via des commissions sur les ventes d'ITO, la carte Visa, les virements, etc. Et la création de patrimoine à long terme. Le patrimoine long terme, c'est via le minage du token WFI, c'est ça? C'est ça. Le minage du WFI, des récompenses sur le minage du réseau, des certificats de staking et même un rendement promis sur l'USDT. Ah, et ITO, et oui, c'est Initial Token Offering, la levée de fonds crypto. Merci pour le rappel sur ITO. Alors, concrètement, comment on participe? Quelles sont les étapes décrites? Étape 1, c'est l'utilisateur simple. Inscription gratuite via un lien de parrainage. On a accès à des portefeuilles multi-crypto, BTC, USDT, ETH et leur WFI. Et on peut commander la carte Visa Wi-Fi. Pour 10 $ plus 3 $ par mois, j'ai noté, avec des limites de dépenses assez élevées d'ailleurs.
Oui, 25 000 $ par jour, 100 000 par mois. C'est conséquent. Et l'étape 2, c'est pour l'investissement passif. Exactement. Acheter des ITO. Minimum 50 $ à 0,45 $ l'ITO. Ça donne droit à deux choses. Recevoir des tokens WFI en continu jusqu'en 2032 et recevoir des actions présentées comme des parts de la société Wi-Fi. Recevoir des WFI. En continu, comment ça? Apparemment, la quantité dépend de combien on investit et du nombre total d'acheteurs. Une sorte de distribution équitable. Le document parle aussi d'une puissance d'une ITO qui diminue avec le temps pour simuler l'usure d'un matériel de minage sur 8 ans. C'est ça, le fameux minage digital simplifié dont parlait la première source, sans machine, sans rien. C'est l'idée. On achète l'ITO et on reçoit des WFI 24/7. Le minage serait intégré à leur blockchain, les récompenses versées automatiquement, fini la complexité technique, du moins c'est la promesse. Et le halving, ils en parlent aussi? C'est quoi l'objectif? Le halving, c'est la réduction programmée des récompenses. Tous les 2 ans, la quantité de WFI distribuée serait divisée par 2. C'est un mécanisme classique comme pour le Bitcoin. Pour créer de la rareté. Exactement. Créer de la rareté et, espère-t-il, soutenir ou augmenter la valeur du token WFI sur le long terme. Moins d'offres pour une demande stable ou croissante, égale prix qui monte, en théorie. En parlant de valeur, le plan donne des projections. 1 $, 10 $, mais il y a un avertissement crucial. Absolument essentiel, oui. Juste après les chiffres, il est écrit noir sur blanc, il ne s'agit pas d'un conseil financier. Donc, prudence. Ce sont des spéculations, des objectifs peut-être, mais aucune garantie. Très clair. Donc, après l'utilisateur et l'investisseur passif, il y a le parcours actif ou KOL. Qu'est-ce que ça change? Là, on passe à l'étape 3. Il faut acheter pour au moins 250 $ d'ITO. Ça débloque des commissions, un cashback, sur les ventes d'ITO faites par son équipe. Le taux varie de 5% à 25% selon son rang. D'accord. Et d'autres avantages? Oui, on touche aussi des récompenses en Wi-Fi basées sur le minage de ses filleuls directs. Niveau 1, 3%. Et des commissions sur l'utilisation de la carte Visa dans son réseau. Et il y a même un niveau au-dessus, Actif Pro, étape 4. C'est ça. Là, il faut 1000 $ d'ITO minimum. Le gros plus, c'est que les récompenses de minage s'étendent sur 3 niveaux de profondeur dans le réseau. 3%, 5%, 8%. Et on reçoit plus d'actions de Wi-Fi aussi. Tout un système de rang est mentionné, R1 à R15. Même si on a les détails que pour les premiers, ça a l'air assez hiérarchisé, non? Comment ça marche? Oui, c'est structuré. Pour monter en rang, il faut atteindre des paliers de volume de vente d'ITO dans toute son équipe. L'achat perso de 250 $ donne le rang 1, R1, avec 5% de cashback direct. Et pour monter, Par exemple, pour R2, il faudrait 3 000 $ de volume d'équipe pour passer à 9% de cashback. Pour R3, 15 000 $ de volume pour 11%, etc. Ça monte jusqu'à R5 avec 300 000 $ de volume pour 15% dans les exemples donnés. et il y a cette règle des 40%, 40%, 20% pour le volume, c'est bien ça? Exactement. Pour qu'un volume compte pour le rang, il ne peut pas venir à plus de 40% d'une seule branche de l'équipe, ni à plus de 40% d'une autre branche. Le reste doit venir d'ailleurs. Ça pousse à développer plusieurs lignées, pas juste une seule très forte. Pour un développement équilibré, je suppose. Et les override commissions, vus dans les schémas? Ce sont des commissions différentielles. Un leader de rang supérieur touche la différence entre son taux de commission et celui des leaders de rang inférieur dans son équipe, sur les ventes de ses équipes. Un exemple? Si je suis R3 à 11% et j'ai un R1 à 5% dans mon équipe, je touche 6%, 11-5, sur les ventes de son équipe. Si j'ai un R2 à 9%, je touche 2%, 11-9. Ça incite à aider ses équipes à monter en rang. D'accord. Et un point important, l'achat initial pour se qualifier, 250 $ ou 1000 $, est unique. Pas d'achat mensuel obligatoire. C'est ce que le document semble indiquer, oui. Pas d'achat mensuel requis pour garder son rang et toucher les commissions de base associées. On voit bien la structure. Pour revenir à la vision globale, le plan mentionne 4 phases pour Wi-Fi. 3 seraient déjà finies. Il parle de momentum. Où veulent-ils en venir? Oui, il y a clairement une volonté de créer un sentiment d'élan, d'opportunité. Le momentum actuel, l'objectif de renouveau dans la finance. Si on relie ça au discours des dirigeants, l'ambition est de créer un mouvement mondial, d'autonomiser les gens, d'intégrer la crypto partout, de passer des vieux systèmes fermés aux nouveaux systèmes ouverts et collaboratifs. Donc, Wi-Fi se voit comme une plateforme qui combine tout ça. C'est l'image qui ressort de la synthèse, des sources, oui. Une plateforme hybride, service bancaire du quotidien, plus investissement crypto simplifié via ITO au minage, plus une structure de récompense communautaire pour grandir vite.
Voilà une question intéressante pour continuer à creuser. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe. Merci à vous.